colonie ici qu'on vous a représenté en rouge, elle a un ADN recombinant qui nous intéresse, contrairement à toutes celles qui sont autour. Comment est-ce qu'on fait pour la voir? Ben là, par exemple, elle a une couleur particulière. On va voir qu'il y a une sélection phénotypique basée sur un test coloré, mais simplement, une autre manière de la sélectionner, c'est de la mettre sur un milieu qui contient un antibiotique, si l'ADN recombinant lui permet de résister à cet antibiotique. Du coup, ça sera la seule colonie qui va pouvoir proliférer sur le milieu. Ce qu'on va illustrer dans 2 secondes. C'est pas clair, ne vous inquiétez pas. Donc, on en est à cette étape-là. Ici, comment déterminer quelle colonie a reçu de l'ADN recombinant, quelle bactérie a reçu de l'ADN recombinant, quelle bactérie n'en a pas reçu. Alors, la première sélection, c'est celle qu'on peut réaliser grâce à des antibiotiques. Je l'avais expliqué déjà un peu une fois, l'ADN plasmidique qui est contenu dans les bactéries, il contient de nombreux gènes, souvent qui sont des outils pour la bactérie pour résister à des agressions. Les bactéries peuvent être sensibles à des antibiotiques. Et donc, il y a des bactéries qui sont dites antibiorésistantes, qui sont résistantes à certains antibiotiques. Pourquoi est-ce qu'elles sont résistantes à certains antibiotiques? C'est qu'elles possèdent de l'ADN plasmidique, un gène de résistance à cet antibiotique. Donc, prenons l'exemple d'un antibiotique A. Une bactérie qui est résistante à l'antibiotique A, cela signifie qu'elle possède un plasmide sur lequel il y a un gène qui code une protéine qui lui permet de résister à cet antibiotique. Vous pouvez imaginer un gène qui code une protéine qui va renforcer sa paroi, un gène qui code une protéine qui va pouvoir inactiver directement l'antibiotique. Il y a plein de possibilités. Pour nous, c'est juste donc ce qu'on va appeler un gène de résistance à l'antibiotique. Et donc, sur nos vecteurs plasmidiques, il y a ces gènes de résistance. Donc, si vous mettez un gène de résistance sur un vecteur plasmidique, donc là, vous avez le vecteur plasmidique avec le gène de résistance, ici le polylinker où vous souhaitez réaliser le clonage. Si le clonage a bien été réalisé, vous avez l'insert qui s'est mis ici dans le polylinker, au site que vous souhaitez, de restriction que vous souhaitez. Étape suivante, après donc digestion-ligation, c'est de transformer vos bactéries. Donc, vos bactéries, elles vont soit récupérer ce plasmide-là, soit celui-là, soit aucun plasmide. C'est aussi une possibilité. Elles ne récupèrent pas forcément de plasmide. Vous calculerez en TP le taux de transformation de vos bactéries, c'est-à-dire que des bactéries qui sont mises en présence de plasmide dans le milieu extracellulaire, elles ne vont pas être transformées. Il y en a qui ne seront pas transformées. Celle qui est représentée ici. D'autres peuvent récupérer soit le... Oui. J'ai une question. Oui. Mais si du coup le plasmide il a déjà le gène de résistance, l'insert il va servir à quoi? Qu'est-ce qu'il va apporter? Effectivement, c'est exactement là où on va en venir, ne vous inquiétez pas. Je commence doucement, hein. Vous avez raison. Là, pour l'instant, l'insert n'apporte rien du tout au plasmide. Effectivement, ces deux colonies, celle qui aura récupéré le plasmide avec le gène de résistance et celle qui aura récupéré le plasmide avec le gène de résistance et l'insert, bien les deux ont proliféré sur un milieu contenant un antibiotique. Effectivement, pour l'instant, on n'a aucun intérêt, si ce n'est de nous débarrasser des bactéries qui n'ont pas été transformées. Mais ça ne nous permet pas de distinguer les bactéries qui ont l'ADN recombinant ou l'ADN juste plasmidique. Vous avez entièrement raison. À ce stade-là, la pertinence est limitée. Même si quand même on s'est affranchi de bactéries qui n'étaient pas transformées. Donc on va maintenant complexifier le système dans la suite pour aller jusqu'à quelque chose de pertinent qui nous permet vraiment de sélectionner nos colonies. C'est ce que j'ai essayé de vous illustrer un peu ici aussi. Rappelez-vous, dans votre tube, initialement, vous aviez votre vecteur, vous l'avez digéré, vous avez mis en présence de votre insert, vous avez fait agir une ligase, et vous avez voulu obtenir cet ADN recombinant. En fait, dans votre tube, vous avez un mélange de tout ça. C'est-à-dire que lorsque vous faites la transformation, il y a des bactéries qui vont être transformées avec l'ADN plasmidique non digéré, encore intègre, des bactéries qui vont être transformées avec l'ADN qui a été linéarisé, l'ADN plasmidique linéarisé, mais qui n'a pas intégré l'insert, ici juste l'insert, ou ici l'ADN recombinant. Donc, vous vous doutez bien qu'un ADN plasmidique qui est donc linéarisé, celui-ci ne va pas permettre aux bactéries d'acquérir résistance à l'antibiotique.
De la même manière, des bactéries qui auraient récupéré que l'insert ne seront pas résistantes à l'antibiotique. Donc on revient sur les 2 colonies que je viens de vous mentionner, celles qui ont récupéré le plasmide avec le gène de résistance, celles qui ont récupéré l'ADN recombinant. Voyons maintenant un autre système de sélection. Le système du gène LACZ qui code la bêta-galactosidase. Donc, je pense qu'on vous en a déjà parlé. J'espère que cette diapositive est la dernière que vous aurez, en tout cas sur le principe, c'est-à-dire que vous connaîtrez ça par cœur. Vous verrez qu'en biologie, c'est un système qui est très fréquemment utilisé. Donc, l'idée est la suivante. Vous avez un gène qu'on appelle le gène LACZ qui est sur votre plasmide. Ce gène code une protéine qui s'appelle la bêta-galactosidase. Et la protéine bêta-galactosidase, quand on la met en présence de son substrat, ici qu'on appelle le X-gal, un substrat non coloré, eh bien, cette bêta-galactosidase, elle peut cliver le X-gal pour donner du galactose et une molécule qui présente un noyau indole, le 5-bromo-4-chloro-3-hydroxyindole. Donc vous ne devez pas connaître le nom de cette molécule par cœur, évidemment. Donc vous devez connaître le fonctionnement, c'est-à-dire que le X-gal est clivé par la bêta-galactosidase pour donner au final ici une molécule colorée en bleu. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que une bactérie qui possède le gène LACZ, si je la mets en présence de X-gal, bien, elle va pouvoir produire un coloré bleu. Donc la colonie sera bleue. Donc, exactement, à quoi ça ressemble un plasmide qui contient le gène LACZ? Là, vous voyez, il y a le gène LACZ qui est ici. Au milieu du gène LACZ, il y a un tout petit endroit qui n'empêche pas la fonctionnalité du gène LACZ, qui contient en fait le polylinker. Donc vous avez le polylinker, ici, qui est au milieu du gène LACZ. Mais ça n'empêche pas l'expression du gène LACZ. Quand on fait un clonage avec ce genre de plasmide, eh bien, vous avez le plasmide ici sans insert, qui a un gène LACZ fonctionnel. Ici, vous avez le plasmide qui aura récupéré l'insert, puisque le polylinker est au sein du gène LACZ. Et vous voyez que quand il y a l'insert, le gène LACZ ne peut plus être transcrit correctement. Autrement dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de bêta-galactosidase qui peut être produite. Alors que quand vous avez le vecteur sans insert, vous pouvez produire de la bêta-galactosidase. Dit encore autrement, les bactéries qui auront récupéré ce plasmide ou celui-là, en présence de X-gal, celles-ci seront bleues, celles-ci seront blanches, puisqu'elles ne pourront pas produire de bêta-galactosidase. Bien sûr, les colonies qui n'auraient pas de plasmide, dans ce cas-là, elles peuvent proliférer et elles restent blanches. Il n'y a pas de sélection par un antibiotique ici. Ici, je distingue juste mes colonies par rapport à leur couleur. Donc, le polylinker, je répète, il est dans le gène LACZ. Et ici, le gène LACZ, mais un polylinker, je vous le montre sur la diapositive précédente, c'est pas très gros en fait, c'est juste une petite séquence de nucléotides. Ça n'affecte pas la transcription du gène LACZ. C'est-à-dire que ici, vous avez le polylinker dans le gène LACZ et ce gène peut être transcrit et traduit. Transcrit peut être traduit. Alors, elles sont blanches ou incolores. En fait, les colonies sur un milieu de culture, vous verrez, en fait, elles apparaissent plutôt blanchâtres. Elles apparaissent blanchâtres. Incolores, c'est rarement vraiment incolore, en fait. Ça ressemble à des petits spots un peu blancs. Pas vraiment transparentes, si vous voulez. À quoi sert l'insert? Attention, on est dans le chapitre ADN recombinant. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut isoler un fragment d'ADN, et ce fragment d'ADN, on l'appelle l'insert. Donc attention, c'est tout le cours, hein. Là, il faudrait revoir le tout début du cours. Le but du jeu, dans tout ce qu'on fait, c'est d'arriver à récupérer un insert au sein d'un plasmide pour après le manipuler. La manipulation de cet insert, on n'aura pas le temps de le voir ensemble, vous le verrez en partie avec Aurore Ringeval, ça vous permet notamment de faire des protéines de fusion, des protéines modifiées. On va en reparler après, hein, de la manipulation de cet insert, hein, dans les autres cours. Hein, attention. Alors, vous pouvez réexpliquer pourquoi c'est pas bleu avec l'insert si le gène est transcrit. Non, justement, ici, il y a insert, le gène n'est pas transcrit. Le gène LACZ ne peut être transcrit parce que vous voyez que l'insert, il est en plein milieu du gène LACZ. Donc, il ne peut pas être transcrit. Attention. Ici, le gène LACZ ne peut pas être transcrit, alors qu'à gauche, ici, le gène peut être transcrit. Donc, ici, vous pouvez produire de la bêta-galactosidase. Donc, s'il y a du X-gal dans le milieu de culture, vous aurez des colonies bleues. Ici,
ne pouvez pas produire de bêta-galactosidase, donc s'il y a du X-gal dans le milieu, bah, le X-gal restera le X-gal. Le X-gal est incolore. Donc la colonie ne fabriquera pas de substrat bleu, de produit bleu. Monsieur, mais c'est pas grâce au polylinker que l'insert est placé? Oui, le Normalement? polylinker, c'est l'endroit où vous allez pouvoir insérer l'insert. Vous allez pouvoir mettre un fragment d'ADN, oui. Mais du coup, c'est le polylinker, c'est ce qui va cliver. Le polylinker, il ne clive rien. Le polylinker, c'est juste une séquence d'ADN qui concentre plein de séquences de restriction. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits ici qui peuvent être clivés par des sites, par des enzymes de restriction. D'accord. Okay. C'est juste une séquence d'ADN. Donc je vous le remets ici. Je vous dis ici, voilà, qu'il y a plein de séquences, il y a plein d'enzymes de restriction qui peuvent couper ici, dans cette région. Dans le MCS, hein, c'est le polylinker, c'est la même chose. Mais ce MCS, si ici il n'y a aucun insert, eh bien le LAC-Z peut tout à fait fonctionner. S'il y a un insert, il ne peut plus fonctionner. D'accord, merci. Alors, ce que certains ont vu en TP déjà, c'est effectivement donc, la présence de ces colonies bleues. Donc, vous voyez, hein, sur une boîte de pétri, vous pourrez voir des colonies bleues. Et donc dans ces colonies bleues, ça signifie donc qu'ici, il y a le gène LAC-Z qui est exprimé. À côté de ça, ici, vous voyez des colonies blanches qui sont donc a priori nos colonies recombinantes ou alors des colonies qui n'ont du tout de plasmide. Donc, ce que je viens de vous présenter, c'est deux types de sélection. Simple, soit avec un antibiotique, soit avec le système LAC-Z. Mais comme vous me l'avez fait remarquer tout à l'heure, bah, le système il n'est pas parfait parce qu'à chaque fois, on récupère des bactéries qui ne nous intéressent pas, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément que l'ADN recombinant. Donc ce qu'on va faire, ce n'est pas des simples sélections, c'est des doubles sélections. J'explique. Si le plasmide, maintenant, va être un peu plus compliqué. Il va contenir un gène de résistance tout à l'heure, mais également un gène de résistance. Donc il va avoir un deuxième gène de résistance. Dans ce deuxième gène de résistance, vous aurez le polylinker, c'est-à-dire l'endroit où on peut mettre l'insert, où on peut rajouter de l'ADN. Oui, alors pour revenir sur tout à l'heure, oui, celles qui restent blanchâtres sont celles où l'insert est exprimé. Alors dans ce cas-là, celles qui restent blanchâtres, c'est celles où l'insert est présent, forcément exprimé. Hein. Attention, l'expression des gènes, c'est autre chose. Donc là, c'est là où il y a le plasmide avec l'insert, mais une colonie, une bactérie qui n'aurait pas de plasmide, elle pourrait aussi proliférer, elle serait blanche. Il n'y a pas de raison qu'elle ne prolifère pas. Donc, les bactéries qui sont non transformées, dans le cas de la simple sélection, pourraient aussi proliférer. C'est pour ça que je vous parle maintenant de double sélection, essayer d'éliminer, par exemple, ces colonies-là qui ne nous intéressent absolument pas. Alors, donc dans ce système à double sélection, vous avez donc un deuxième gène de résistance. Si bien que, avec un polylinker à l'intérieur, si bien que si l'insert est présent, vous voyez que le deuxième gène de résistance, ici, perturbé, ne peut donc être utilisé. Ça donne quoi très concrètement? Si vous prenez une boîte de culture, vous mettez l'antibiotique dessus. Donc, les seules bactéries qui vont pouvoir proliférer sur cette boîte seront les bactéries qui auront un plasmide de résistance à l'antibiotique A, c'est-à-dire celles qui auront récupéré ce plasmide-là, le plasmide originel, ou alors le plasmide recombinant, lui avec l'insert, que lui aussi possède un gène de résistance à l'antibiotique A fonctionnel. Les deux peuvent proliférer. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, vous avez que les bactéries qui sont transformées. Celles qui ne sont pas transformées, celles qui n'ont pas de plasmide, ne peuvent pas proliférer dessus. Mais l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas distinguer celles qui ont le plasmide originel et celles qui ont le plasmide recombinant. Donc, ce qu'on fait en parallèle, c'est qu'on récupère aussi les colonies, on va les étaler sur un milieu qui contient l'antibiotique A et l'antibiotique B. Du coup, sur ce milieu-là, vous devez avoir une colonie, les colonies qui ont le plasmide originel.
qui n'ont pas le plasmide recombinant. Alors, 2 choses importantes dans ce cas-là. Vous voyez, mes points, vous allez me dire, si vous avez bien suivi, mais alors du coup, c'est pas très intéressant, parce que là, celles qu'on récupère, c'est pas celles qu'on veut. C'est celles qui n'ont pas l'insert. Vous avez entièrement raison. Ce qu'il faut, c'est avoir cette information, cette colonie-là ne pousse pas ici, par contre qu'elle a poussé ici. C'est le premier point. Si, donc, ça me mène au deuxième point, si ce qu'on fait, en fait, c'est une sélection négative. Si vous avez fait une sélection positive, vous avez gardé les colonies qui vous intéressent, alors quelles, mais aussi les colonies qui vous intéressent, et ici on fait ce qu'on appelle une sélection négative. Et oui, il va falloir faire effectivement ce que certains ont déjà en tête, réplique. Donc vous l'avez déjà tous vu en cours? Ah, bah c'est génial, super. Vous voyez ça dans quel cours alors? Ah, bah en génétique, ils sont extraordinaires en génétique. Ah bah voilà, 406, parfait. Et ben donc, je vais aller très vite. Effectivement, ce que vous faites pour pouvoir étaler exactement les mêmes bactéries sur 2 boîtes différentes, c'est-à-dire 2 boîtes, donc je pars en fait ici du schéma à la fin, vous avez 2 conditions. La condition par exemple avec un seul antibiotique et la condition avec les 2 antibiotiques. Et bien pour pouvoir, vous n'êtes pas tous en génétique, ok, promis, alors je réexplique, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je mets la diapositive quand même. Donc je réexplique bien cette diapositive. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut avoir l'idée de quelle bactérie ne pousse pas ici? C'est celle qui nous intéresse. On veut savoir celle qui pousse ici, mais qui ne pousse pas ici. Monsieur Gomer, le boss. Ah, ça je lui transmettrai. C'est bien. Vous aurez 4 points supplémentaires. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, non, le schéma à part la fin. Ici, vous avez une condition de culture qui correspond pour nous à un antibiotique. Et ici, à 2 antibiotiques. L'idée, c'est d'étaler exactement les mêmes bactéries sur cette boîte et sur cette boîte. Alors, comment on fait ça? Bien, au début, on a une boîte ici. Vous voyez présente toutes les colonies. Donc, toutes les colonies blanches qu'on peut imaginer, eh bien, on les a là. Ce qu'on va faire, c'est que cette boîte, donc qui contient à la fois des recombinants et des non recombinants, on va la plaquer sur un petit tissu, sur un petit bout de velours en fait, n'importe quel tissu. On va l'appliquer dessus. Donc, quand vous appliquez des colonies bactériennes sur un tissu, bah, il y a des bactéries qui vont se déposer dessus. Ces bactéries, elles vont se déposer comme elles sont sur la boîte. Ce que vous faites ensuite, et vous venez appliquer les 2 boîtes que je vous ai mentionnées au tout début, celle contenant un antibiotique ou celle contenant les 2 antibiotiques, vous venez les appliquer à tour de rôle sur le tissu. Bien sûr, ce que vous faites, c'est que vous utilisez un marqueur de position. Vous voyez ici, vous avez un grand trait bleu, un trait bleu sur la boîte, que vous puissiez repérer les colonies. Ça veut dire quoi repérer les colonies? Ça veut dire être capable de dire, ici, la colonie 1 est plus prolifère ici, mais elle prolifère ici. La colonie 2 qui est là, prolifère ici, mais elle ne prolifère pas ici. C'est-à-dire savoir où regarder pour voir la colonie 1 ou 2. Donc c'est les petits repères en bleu. Donc ça, cette technique qu'on appelle la technique de réplique, tampon de velours, un des noms, vous verrez plein de noms différents. Donc cette technique de réplique vous permet de repérer des colonies et de savoir si dans telle ou telle condition elles prolifèrent ou pas. Donc ça, pourquoi? Bien sûr, excusez-moi, il me manque une petite diapositive. Voilà, il me manquait une diapositive. Hop. Donc ce qu'on vient de voir, c'est là, c'est ce qu'on appelle une double sélection grâce à des gènes de résistance aux antibiotiques. Il existe un deuxième type de double sélection qui va utiliser le système UAS, pardon, le système du gène LACZ, excusez-moi. L'heure viendra où vous connaîtrez le boss. Ah, arrêtez de tirer les pompes de Monsieur Gomer, là, il en peut plus, là. Il est assis à côté de moi, normalement. Alors, ici, le deuxième exemple de sélection, de double sélection, vous avez un gène de résistance à un antibiotique et
vous avez également le gène LAC-Z, avec le polylinker à l'intérieur. Donc l'idée, c'est d'avoir l'insert au niveau du polylinker, comme d'habitude. Ce qui va se passer ici, les bactéries qui vont récupérer le plasmide non recombinant vont être résistantes à l'antibiotique A et elles vont pouvoir exprimer le gène LAC-Z. Les bactéries qui vont avoir le plasmide recombinant vont être résistantes à l'antibiotique A, mais par contre n'exprimeront pas le gène LAC-Z. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ici, vous allez avoir des colonies bleues et des colonies blanches. Les colonies blanches seront les colonies possédant l'ADN recombinant, dit que les colonies bleues sont les colonies possédant le plasmide non recombinant. Donc là, vous avez une double sélection qui vous permet directement d'identifier vos clones d'intérêt. C'est un milieu qui contient l'antibiotique A, bien sûr du X-gal, qui est le substrat de la bêta-galactosidase. J'espère que cette histoire de sélection est claire et qu'à chaque fois, on s'est basé sur un phénotype des colonies bactériennes, leur résistance à un antibiotique ou leur couleur. Donc on avait deux types de phénotypes différents. Ok. Vous n'avez pas compris quoi? Dites-moi. Il faut préciser. Quelque chose n'est pas clair. Si, pourquoi il y en a des bleus, pourquoi il y a double sélection? Alors on l'a fait sur les antibiotiques juste avant. Ici, c'est juste la couleur. Je parle de double sélection parce qu'il y a deux gènes différents. Parfait. Ici, il y a un gène de résistance A. Donc toutes les colonies qui auront récupéré le plasmide vont pouvoir proliférer si vous mettez l'antibiotique A sur le milieu. Celles qui auront ce plasmide-là ou ce plasmide-là. Celles qui auront le plasmide non recombinant, c'est-à-dire sans insert, elles vont avoir ici le gène LAC-Z correct, c'est-à-dire qu'il peut être transcrit, et le transcrit qui peut être traduit. Donc il peut produire la bêta-galactosidase. Donc, s'il y a du X-gal dans le milieu, la bêta-galactosidase peut transformer ce X-gal en produit bleu. Ici, contrario, vous avez un insert qui est en plein milieu du gène LAC-Z. Donc, si on est en plein milieu du gène LAC-Z, le gène LAC-Z n'est pas fonctionnel. Donc, pas de transcrit, bêta-galactosidase. Donc, ces colonies-là, ces bactéries qui sont là, si vous les mettez en présence de X-gal, elles ne peuvent pas l'utiliser. Donc, la bêta-galactosidase, il n'y a pas de bêta-galactosidase qui peut transformer le X-gal en produit bleu. Donc, je laisse réfléchir à cela. Et si ce n'est pas clair, vous mettez un petit mot sur le forum ou vous pouvez me poser des questions à la fin du cours, il n'y a pas de problème. La deuxième grand type, c'est le criblage que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc, le criblage. Non. Ici, il n'y a pas de réplique, justement. Dans ce cas-là, il n'y a pas de réplique. C'est sur la même boîte, vous pouvez sélectionner en fonction de la couleur. Il n'y a aucune problématique de réplique ici. Il n'y a pas besoin de. C'est une sélection positive ici. Et vous sélectionnez par rapport à une couleur. Tout le monde pousse. Tout le monde peut proliférer. Les répliques. Oui, ici, bien sûr, il faut faire deux répliques. Vous avez une ici et une autre. Et vous voyez, en fait, vous partez d'une boîte et en fait, vous en faites deux. Une là et une là. Donc, par définition, réplique, ça veut dire qu'il y en a deux. Donc, ce qui est important à la fin, c'est vous comparer ça. Donc, maintenant, la notion de criblage. Donc, la notion de criblage, je vous ai dit, c'est quand vous avez des colonies bactériennes, mais que vous n'avez aucun phénotype pour les distinguer. Donc, il va falloir aller regarder l'ADN qui est à l'intérieur pour savoir où est l'insert qui vous intéresse. Et, entre guillemets, identifier un insert qui vous intéresse dans une colonie bactérienne, ça veut dire aller le chercher, aller l'identifier grâce à une sonde. Donc, grâce à une sonde d'ADN. Alors, vous verrez que les sondes d'ADN ou d'ARN, on va les utiliser dans deux autres techniques, qui sont le Southern blot et le Northern blot. Le Northern blot, vous le verrez plus tard avec un autre enseignant. Le Southern blot, on va essayer de le voir dans la foulée tout à l'heure. Donc, l'idée est la suivante. Les colonies qui possèdent l'insert ont une séquence d'ADN spécifique. Ici, en bleu, ce serait la séquence de votre insert. Donc, l'idée, c'est d'utiliser une sonde, c'est-à-dire une séquence d'ADN, qui va reconnaître l'insert, va venir reconnaître la séquence de l'insert. Il faut une séquence d'ADN qui puisse venir reconnaître cet insert.
Bien sûr, cette séquence que vous allez mettre, qu'on appelle la sonde, qu'elle puisse reconnaître votre insert, il faut que donc il y ait hybridation, donc il y ait complémentarité de base, et puis ensuite, il faut que vous puissiez la détecter. Donc il faut qu'elle soit identifiable grâce à un marqueur fluorescent ou un marqueur chimique. Alors, vous voyez donc ici une sonde qui vient se fixer sur son ADN cible. Donc l'ADN cible ici, c'est l'insert. Et la sonde marquée, vous voyez qu'ici par exemple elle a un fluorochrome, c'est-à-dire qu'elle est capable d'émettre de la fluorescence si vous l'excitez. Bien, ça va vous permettre d'identifier si la sonde a pu se fixer ou pas. Donc l'idée est d'appliquer cette sonde sur les différents ADN de vos colonies. C'est quoi la différence avec une hybridation in situ? C'est qu'une hybridation, dans une hybridation in situ, que vous ferez, que vous allez voir dans plein de types d'expériences, on garde l'intégrité d'un organisme ou d'un tissu. L'hybridation in situ, au sens un peu plus usuel, ça se fait sur des cellules entières ou sur un tissu ou sur un organisme entier, c'est-à-dire un embryon par exemple, ou un petit animal, ou sur des coupes d'animaux ou de petits animaux. Et donc, la plupart du temps, il s'agit en fait de sondes dirigées contre des ARN messagers. Donc voilà les deux grandes différences. Ici, vous allez voir que les bactéries, en fait, on va les détruire pour faire notre hybridation avec notre sonde. Donc la sonde doit être la réplique de l'ADN cible. Alors on ne parle pas de réplique pour l'ADN, on dit ADN complémentaire. Donc la sonde, c'est l'ADN complémentaire de votre ADN cible. Ouais. Alors bien sûr, la plupart d'entre vous, vous vous doutez bien que l'ADN plasmidique ou l'ADN insert, il est double brin. Donc si vous voulez hybrider une sonde sur votre insert, il faut que tout le monde devienne simple brin. Il faut que votre sonde soit simple brin, que votre insert soit aussi simple brin. Il va falloir dénaturer l'ADN. Attention à ça. Donc la sonde doit être complémentaire de l'ADN cible. Alors, pourquoi faire une sonde alors qu'on connaît déjà l'ADN cible? En fait, vous connaissez l'ADN cible, vous pouvez connaître l'ADN cible, mais vous, imaginez, vous voulez cloner cet ADN, c'est-à-dire vous voulez l'isoler. La problématique, c'est pas forcément de connaître la séquence, c'est plus de savoir, d'avoir un plasmide qui contient cette séquence. Donc, dans ce sens-là qu'il faut imaginer les choses. Après, il est possible aussi que vous n'ayez pas toute la séquence. C'est-à-dire que vous pouvez connaître une partie de la séquence contre laquelle vous pouvez faire une sonde, mais il est possible que tout le reste de la séquence, vous ne la connaissiez pas. Donc, ça peut être quand même pertinent de le faire. Donc, s'il y a hybridation d'ADN, vous vous doutez bien, si vous avez bien relu votre polype de Péissan, il y a une problématique bien sûr de température, de pH, de force ionique. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous devez revoir toutes ces parties-là qui sont importantes pour l'hybridation de deux molécules d'ADN. Donc, déterminer les conditions d'hybridation de deux molécules d'ADN sont importantes. Les paramètres les plus importants sont la température, le pH et la force ionique. Alors, vous verrez qu'on reverra cette technique d'hybridation d'ADN avec la technique de Southern. Bien sûr, je n'ai pas résisté à l'envie de vous mettre la figure de M. Edwin Southern, qui en termes de visage inquiétant n'a rien à envier à Carrie Mullis. Vous voyez, on va le revoir tout à l'heure. Donc, la technique de Southern Blot est aussi basée sur cette histoire de sonde à ADN. Donc, on va revoir ça après. Ça, c'est juste une aparté. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant ce criblage sur nos colonies, au sens strict? Comment faire le criblage de nos colonies grâce à une... ouais, un peu, ouais, un peu. Sur les colonies. Alors, vous avez votre boîte ici avec vos colonies qui ont proliféré. L'idée est que vous ne savez pas lesquelles possèdent l'ADN qui vous intéresse. L'idée, c'est justement de l'identifier. Ce que vous allez mettre, vous voyez, c'est un petit disque. Vous appliquez un petit disque sur vos colonies. Vous appliquez un petit disque sur vos colonies, ça fait exactement comme tout à l'heure avec la réplique, c'est-à-dire que vous allez avoir un peu de bactéries qui va rester sur la surface que vous avez appliquée dessus. Un peu comme quand vous touchez une surface qui est contaminée, il reste des bactéries sur vos doigts.
sur cette surface qui contient maintenant un petit peu de chaque colonie, eh bien, vous allez lyser les bactéries et dénaturer l'ADN. Autrement dit, vous allez faire subir à cet ADN, à ces bactéries qui sont fixées sur le papier ou sur la membrane, peu importe exactement ce que c'est, vous allez les détruire, leur casser leurs parois, dénaturer l'ADN. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous lisez les bactéries, par exemple, avec des conditions un peu alcalines, et la dénaturation aussi se fait en conditions alcalines, par exemple, ou en chauffant un peu. Donc, ces bactéries sur cette surface peuvent appliquer, par exemple, des conditions alcalines, et ça va contribuer à casser les bactéries et à dénaturer l'ADN. Ensuite, vous mettez cette surface en présence de votre sonde, donc de votre ADN marqué, et la sonde va aller, bien sûr, reconnaître et s'hybrider, si vous êtes dans les bonnes conditions, à l'ADN qui est présent dans certaines colonies, qui sont celles qui vous intéressent. Et ensuite, vous révélez ce signal. Et si on vous parle d'exposition à un papier, un film ou un film photographique, retenez l'exemple de la fluorescence, hein, qui est beaucoup plus courante de nos jours. Donc ici, vous avez une sonde qui est fluorescente. La sonde, elle va pouvoir se fixer que là où il y a de l'ADN complémentaire. Et donc, il n'y a que ces colonies-là qui pourront apparaître comme étant fluorescentes. Et donc, vous, ensuite, pourrez revenir à votre boîte initiale et dire, c'est ces deux colonies-là qui sont fluorescentes, ça signifie dans ma boîte que c'est la colonie 1 ici, et la colonie 2 ici, qui contiennent l'insert qui m'intéresse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc de criblage par hybridation sur colonie. Vous voyez que c'est un peu galvaudé, hein, qu'au final, là, vous hybridez pas sur les bactéries à proprement parler. Les bactéries ont été tuées. Là, il reste juste leur ADN. Donc quand je dis leur ADN, bien sûr, c'est ADN plasmidique et ADN chromosomique. Mais nous, c'est l'ADN plasmidique qui nous intéresse. C'est celui qui contient l'insert. Donc là, à la fin, vous faites la correspondance entre la colonie où il y a le signal et la colonie initiale. On pourrait aussi faire un criblage grâce à des anticorps spécifiques. Alors là, on ne passe pas par une sonde à ADN, on passe cette fois donc par des anticorps et par la capacité qu'ont vont avoir les anticorps à reconnaître une protéine. Alors, ça nécessite quels paramètres, à votre avis, pour qu'un anticorps vienne reconnaître spécifiquement une protéine dans la colonie? Donc cette fois, il faut que vous ayez un anticorps qui vienne reconnaître la protéine qui est présente, qui est codée par votre insert. Ça nécessite quoi, Nick? Tout à l'heure, on reconnaissait un ADN insert. Oui, exactement. Ça nécessite que le gène soit exprimé. Très bien. Ça nécessite que le gène soit transcrit, donc l'insert soit transcrit et traduit. Transcrit soit traduit. Donc, vous ne pouvez pas faire ça avec n'importe quel vecteur plasmidique. Il faut forcément que vous ayez un vecteur plasmidique qu'on a appelé un vecteur d'expression. Très bien. Il faut qu'on ait un vecteur d'expression. Et dans ce cas-là, vous pourrez reconnaître, grâce à un anticorps, les colonies qui produisent la protéine qui vous intéresse. Donc, vous pourrez identifier la colonie en question, récupérer cette colonie et en produire des grandes quantités. Donc, c'est très bien. Vous reverrez, bien sûr, la détection par les anticorps dans la technique de Western blot que vous reverrez avec Aurora Cheval. Là, il s'agit bien sûr pas du tout d'un Western blot. Hein. Là, vous identifiez sur vos colonies la présence d'une protéine. Donc, bien sûr, ce que je ne vous ai pas dit, je vais quand même le dire, ici, cette fois, ce qui vous intéresse, ce n'est pas les ADN, mais les protéines. Ce que vous faites, c'est que vous allez faire des extraits protéiques de chacune de vos colonies. Donc, tout à l'heure, vous appliquez un petit filtre, un filtre en nylon sur vos colonies. Chaque endroit où il y avait vos colonies, cette fois, vous allez extraire les protéines très localement. Alors, c'est un peu délicat que ce que vous verrez en Western blot au sens propre. Et donc, vous aurez un peu de protéines de chaque colonie. Et c'est là-dessus que vous allez appliquer vos anticorps. Alors, si vous avez des... Oui, on va s'arrêter. Ensuite, comment analyser de l'ADN recombinant? Eh bien, grâce aux cartes de restriction que vous avez vues maintenant pour la plupart en TD. Encore qui doivent le voir aujourd'hui ou demain. Les cartes de restriction, vous l'avez dit quand on a vu les enzymes de restriction et cette notion de carte de restriction.
Bien, le fait qu'un insert soit présent dans un plasmide, vous pouvez le détecter aussi grâce à la présence de sites de restriction. Alors, je vais aller assez vite parce que c'est ce que vous voyez en TD, et ce que vous reverrez aussi dans le prochain TD qui s'appellera le TD clonage, la semaine prochaine en classe entière à distance. Imaginez ici, vous avez un vecteur qui s'appelle BlueScript. Ici, vous avez son site de clonage, donc le linker. Vous avez un insert qui a des plasmides vides et des plasmides avec insert, donc qui contiennent celui-là. Oui, donc en A, vous avez le plasmide dit vide, c'est-à-dire le plasmide sans insert. Si vous digérez ce plasmide A avec l'enzyme PVU2, par exemple, eh bien, vous voyez qu'il y a deux sites PVU2, un là et un là. Donc, vous allez produire deux bandes, une de 2513 paires de bases et une de 448 paires de bases. 148 ici, et 2513, c'est tout le reste du plasmide. Si jamais vous avez l'insert ici dans le polylinker, vous rajoutez une séquence ici, donc qu'est-ce qui se passe? Si vous digérez le plasmide qui possède l'insert, donc la plasmide recombinant, vous allez toujours avoir la bande de 2513, c'est-à-dire la bande ci du plasmide, mais la partie ci du plasmide, le fragment de plasmide VU2, contient maintenant l'insert. Donc, plus une taille de 448, il va avoir une taille plus importante, augmentée de 500 paires de bases, parce que vous voyez que l'insert a une taille de 500 paires de bases, et donc il aura une taille de 948 paires de bases. Donc vous voyez qu'ici, une carte de restriction permet d'identifier quel clone possède ou pas l'ADN recombinant. Donc ça, c'est via la réalisation de cartes de restriction, donc de profil de digestion. Ça, c'est la carte de restriction et ça, c'est le profil de digestion. Attention, c'est important. Le profil de digestion, c'est le résultat de l'électrophorèse du produit de digestion. C'est le profil de digestion. Donc, grâce à ce profil de digestion, je peux savoir si ma colonie A possède le plasmide recombinant ou pas. M pour B. Enfin, la dernière technique qui permet de savoir si vous avez affaire à votre ADN recombinant ou pas, c'est le séquençage à proprement parler. C'est-à-dire, là, j'avais aucune... au contraire, j'ai beaucoup de moyens. Je suis capable de séquencer directement l'ADN de chacun de mes clones, de pouvoir savoir si c'est la séquence qui m'intéresse. Alors bien sûr, certains me diront, oui, mais des fois, on ne connaît pas la séquence. Alors, des fois, ça aide au contraire à connaître la séquence qui est présente dans certains clones. Donc, l'idée, c'est d'avoir accès à la séquence, donc à l'enchaînement ATTGC. TGC. Alors, les techniques de séquençage, il en existe un et des très modernes. Celle que je vous présente aujourd'hui, c'est une technique historique dont le principe est encore utilisé dans certaines techniques modernes. Okay, alors non, ce ne sera pas Illumina. Mais c'est bien de savoir que ça existe. Vous mettrez des choses techniques derrière ça plus tard. Aujourd'hui, je vous présente juste la méthode de Sanger, sauf si vous me dites que vous l'avez déjà tous étudié en cours. Oui. Non. Non. Bon. Alors, on va la voir au moins une fois ensemble. Grosso modo, l'idée, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut savoir quel est l'enchaînement de base ATGC. Ah, un peu de mystère, peut-être. Peut-être que vous l'avez vu un jour. Allez, dans le doute, on va le revoir tous ensemble. Donc, la méthode de Sanger est basée sur l'utilisation, donc ça le plus important à comprendre au début, elle est basée sur l'utilisation d'un nucléotide un peu particulier, qui est un di-désoxynucléotide, qui est ici. Vous connaissez les nucléotides et les désoxynucléotides. Et, par exemple, celui-ci. Si vous avez un nucléotide de l'ADN, c'est-à-dire que si en 3', vous avez un groupe OH, mais en 2', vous n'en avez pas. Donc vous êtes en 2' OH, vous êtes en 2' H, vous êtes désoxy en C2'. Ça, c'est le nucléotide classique de l'ADN. C'est un DNTP. Des DNTP. Ici aussi, il y a un des DNP. La technique de Sanger, dans la méthode de Sanger, on va utiliser un nucléotide particulier qui est le di-désoxynucléotide. Alors bien sûr, il y en a 4, parce que ça dépendra de la base qui est là. Il y a 4 DNTP possibles en fonction de la base. La différence, vous voyez, c'est ici, il n'y a pas de groupement OH en C3'. S'il n'y a pas de groupement OH en C3', ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de liaison nucléotidique, de liaison phosphoester
avec le nucléotide suivant. Donc là, c'est le plus important à retenir. Si j'ai un DDNTP, je ne peux pas faire de liaison avec un nucléotide après, parce qu'il n'a pas de groupement OH. Autrement dit, ici, vous avez symbolisé un enchaînement de nucléotides avec un DDNTP, vous ne pourriez pas faire cette liaison. Il n'y a pas de liaison avec le nucléotide suivant. Ça, c'est le petit concept à avoir en tête. Je la refais avec un DD, donc un didésoxyribonucléotide, un DDNTP, je ne peux pas lier un autre nucléotide ensuite. Il ne peut pas y avoir de liaison phosphoester ici avec un autre nucléotide. Sur ce carbone. Il ne peut pas y avoir. Merci, Maël, vous êtes vraiment sympa. Attends, je me mets trop de pression pour ce cours. Je vais être beaucoup plus cool. Je parle beaucoup trop vite. Je vais essayer de parler comme ça maintenant. Ça va beaucoup mieux. C'est un bon médecin. Très prévenant. Alors donc, maintenant, la technique. Ah! Enfer et damnation. Pour l'instant, j'ai juste expliqué. Ouais, c'est un peu la définition de Maël. Mais Maël et Lucas, je retiens ce binôme, 4 à chacun pour tous vos bons conseils et vos bonnes remarques. Donc ici, la technique basée sur l'utilisation d'un nucléotide qui ne peut pas faire de liaison avec le nucléotide suivant. Alors c'est ce qu'on appelle les DDNTP. Il ne peut pas faire de liaison avec un nucléotide ensuite. Alors, comment ça marche? Si c'est pas clair, on pourra en reparler à la fin du cours avec ceux qui auraient un problème avec ce que je raconte. Comment ça se passe concrètement? Vous allez vous allez préparer 4 tubes différents. Dans le tube 1, vous allez mettre du DDA, donc du DDNTP qui possède l'adénine. Un des DDNTP. Dans le tube 2, du DDC, dans le tube 3, du DDT, dans le tube 4, du DDG. Vous voyez, dans chacun des tubes, j'ai mis un nucléotide qui ne peut pas lier les autres nucléotides. Dans chacun des tubes, en plus, je vais mettre les 4 autres nucléotides, donc les DNTP. Donc là, je mettrai du DA, du DATP, du DGTP, du DCTP et du DTP. Dans ce tube-là, dans ce tube-là, dans ce tube-là et dans ce tube-là. Donc vous avez 4 tubes. La seule différence entre les 4 tubes, c'est le DDNTP qui possède. Maintenant, ce qu'on va faire dans chacun de ces tubes, c'est qu'on va mettre l'ADN qu'on veut séquencer, on va rajouter l'ADN qu'on veut séquencer, on va rajouter une polymérase. Donc je mets dans 4 tubes, dans chacun des tubes, je mets en plus l'ADN que je veux séquencer, plus une polymérase. ADN polymérase. Alors, dans le premier tube, qu'est-ce qui va se passer? Je prends mon premier tube, celui qui a donc l'ADN à séquencer, la polymérase, les 4 DNTP et le DDA. Donc votre polymérase, elle fonctionne avec une amorce. Donc on va lui donner une amorce, peu importe, c'est pas vraiment le truc le plus important ici. Ce qui peut se passer, la polymérase, ici, vous voyez qu'elle doit polymériser le brin complémentaire. C'est son job de polymérase. Donc, elle agit de 5' en 3', donc elle va aller par là. Ici, qu'est-ce qu'elle doit mettre? Elle doit mettre un AMP. Elle doit mettre un A. Il y a plusieurs possibilités. Dans le tube, il y a du DATP, mais il y a aussi du DDTP. La première possibilité, c'est qu'ici, elles mettent un DDA au lieu de mettre un A. L'autre possibilité, vous voyez, qui est mentionnée ici, c'est qu'elle mette un A. Après, elle va mettre un C, puisque ça, elle en a, elle va mettre un C, et puis là, peut-être, au moment où elle doit remettre un A, elle pourra mettre un DDA, que est complémentaire en termes de base. Ce qui est important de réaliser, c'est que si elle met un DDA, ensuite, elle ne peut plus rien synthétiser, puisque on a dit, définition, les désoxyribonucléotides ne peuvent pas lier d'autres nucléotides. Donc ici, vous aurez juste un nucléotide. Si elle incorpore un A, elle peut continuer la synthèse. Donc là, elle arrive ici, là, elle rajoute un DDA. Là, elle ne peut plus continuer. On peut imaginer aussi
que la polymérase, le jeu du hasard, ne tombe pas sur du DDA dans son tube, mais à chaque fois est du TP, du DATP. Donc elle met du A ici, elle continue, elle a les autres, elle met du A ici, et elle continue, elle continue, elle continue. Autrement dit, à la fin de la réaction, si vous faites migrer sur gel votre produit, vous devriez avoir un produit très court, qui correspond à ça, un nucléotide unique, un produit plus long, qui contient 4 nucléotides ici, et un produit beaucoup plus long, qui serait tout en haut, qui correspond au fragment entier où il n'y aurait pas du tout de DDA. J'espère que cette partie est claire. C'est vraiment la deuxième grande étape à comprendre. C'est-à-dire que la polymérase va pouvoir produire plusieurs choses, soit ça, soit ça, soit ça, en fonction du brin matrice qu'elle va avoir, en fonction des nucléotides qu'elle va récupérer. Dans le tube, elle a du DATP et elle a aussi de tous les autres DNTP. Donc à la fin de la réaction, il y a plusieurs fragments qui ont été produits. Celui-là, un très court, un moyen court et un très long qui n'est même pas mentionné ici. Ce qu'on vient de faire ici avec le DDA, on peut le faire aussi avec du DDC, le deuxième tube. Oui, tout à fait, il peut y avoir d'autres fragments, hein, c'est-à-dire qu'ici, on s'arrête ici. Vous avez, alors il peut y avoir d'autres fragments. Dans cet exemple, non, parce qu'on ne vous montre pas la suite de la séquence, mais bien sûr, la séquence est certainement beaucoup plus longue, il pourrait y avoir d'autres fragments. Mais, donc, dès qu'on tombe sur du DD, que la transcription s'arrête. Oui, tout à fait. La transcription s'arrête ici. En fait, c'est pas la transcription, hein, la réplication. C'est de la réplication de l'ADN. Si ça s'arrête ici, vous voyez qu'il n'y a rien d'autre derrière. Si ça s'arrête ici, il n'y a rien d'autre derrière. Si, on va dire que l'ADN a séquencé, pour faire simple dans cet exemple, s'arrête là, ok, pour faire simple. Vous voyez que l'autre possibilité, c'est qu'ici, il n'y a pas eu de DDA, il y a eu du A, donc c'est bon, ça a pu continuer. Ça arrive ici, du A, donc c'est bon, ça a pu continuer. Et après, il n'y a pas d'autre possibilité de mettre du DDA, puisqu'il n'y a plus de T ici à mettre dont il faut mettre le complémentaire. Donc on va dire que le séquençage s'arrête ici. Donc vous aurez juste 3 fragments à l'issue de la réaction. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus long parce que vous ne séquencez pas juste 9 nucléotides. Hein, c'est beaucoup plus long. C'est un exemple assez court. Donc maintenant, on fait la même chose dans le tube 2, mais avec le DDC. Cette fois, vous voyez, je vous mets directement le résultat du tube 2. Ici, ça va forcément mettre un A, puisqu'il n'y a pas de DDA dans le tube 2, il y avait du DDC. Ici, par contre, ça pourrait mettre un DDC. Ici, ça pourrait s'arrêter et mettre un DDC. Puis après, ici, il n'y a pas de G, donc on n'a aucune raison de mettre un C. Donc ça peut tout synthétiser. Dans le tube 2, vous voyez, vous pourriez produire ce fragment-là, ou ce grand fragment-là. Donc autrement dit, cette fois, vous voyez que le fragment le plus court, il est un tout petit peu plus long que dans le premier cas. Celui-ci, il est intermédiaire. C'est ceux qui sont mentionnés ici, 2, 3. C'est dans le tube 2. Donc si vous faites migrer en parallèle des extraits précédents sur électrophorèse, ici vous obtiendrez 2 fragments, celui-là et celui-là. Vous faites ainsi de suite, avec le tube dans le DDT, qui contient le DDT, enfin le tube qui contient le DDG. Si vous faites ça, à la fin, vous êtes capable de faire quoi, finalement? Attends, un peu de mystère. À la fin, vous êtes capable de lire la séquence. Comment? Bien, en partant ici du bas, vous savez que c'est fastidieux expliqué comme ça. Bien sûr, maintenant, ça marche un peu différemment. Vous en doutez bien, ça, c'est la technique de Sanger jadis. Ici, vous allez maintenant pouvoir commencer ici la lecture, et vous vous doutez bien que ce n'est pas un œil humain qui va faire la lecture que je vous mentionne. Donc là, je vous explique le principe. Hein. Ici, vous avez la première piste. Donc, vous saviez qu'ici, il y avait un A. Le fragment le plus court ensuite, c'est celui-ci, donc ça sera forcément un C. Après, il doit y avoir encore un C. Après, vous voyez que le fragment le plus court, c'est celui-là, donc ça devait être un A. Après, ça devait être un T. Après, ça devait être un G, un G, un T. Donc la séquence, vous la déduisez de cette analyse de l'électrophorèse. Alors là, vous voyez, il y a plusieurs séquençages qui vous sont positionnés les uns à côté des autres, de manière beaucoup plus simple. C'est ce que vous obtiendriez, les 4 pistes, différents séquençages. 1, 2, 3, 4. Là, on peut voir de suite que les 4 séquences ne sont pas identiques. Alors,
Bien sûr, effectivement, vous le dites, c'est fastidieux. S'il y avait quelqu'un, un laborantin, qui fait ça toute la journée et bien sûr, il deviendrait fou, et il finirait pas sa journée de travail, il serait suicidé avant. Ça, bien sûr, c'est ce qu'on faisait avant, quand c'est au début, de l'analyse des génomes. Aujourd'hui, une technique qui a optimisé le système, je vous la présente rapidement. Si c'est la technique que je viens de vous présenter avec YouTube, 4DDC et cetera. Maintenant, ce qu'on fait, dans une des adaptations de la technique de Sanger, ce qu'on fait, c'est les DNTP, en fait, ils vont être colorés. Ils vont être, couplés à des fluorophores. Donc c'est exactement comme tout à l'heure, sauf qu'il va y avoir une différence entre les tubes. La différence entre les tubes, c'est que ici les DNTP fluorescent dans le rouge, ici dans le bleu, ici dans le vert, ici dans le jaune. Si vous faites ça, il vous suffit après de faire une seule électrophorèse, parce que chaque fragment, c'est comme si vous saviez dans quel tube il avait été synthétisé. Vous faites une seule électrophorèse, bien sûr, vous faites lire ça par un photomultiplicateur couplé à un ordinateur, qui va vous lire la séquence des couleurs, d'émissions de fluorescence, et qui va en déduire la base qui a été donc dans la séquence. Vous voyez, en fait, comme si on réunissait tout après dans un seul tube, qu'on mettait à migrer ici sur une seule piste d'électrophorèse. Ça, bien sûr, une fois de plus, c'est un ordinateur qui va analyser ça. Donc ça, c'est une des adaptations de la méthode de Sanger beaucoup plus moderne. Il en existe encore plein d'autres. Donc, voilà pour cette partie du cours sur l'ADN recombinant au sens strict. Donc, vous avez appris à en fabriquer, vous avez appris à en détecter et à identifier donc les clones qui possèdent cet ADN recombinant. Plusieurs autres techniques, évidemment, qui permettent de faire ça. Non, l'analyse se fait pas à la densité optique, elle se fait à la lecture de l'intensité de fluorescence. Alors, à la densité optique, oui, pour quand c'était en noir et blanc, oui, pardon, oui, quand c'était en noir et blanc, c'est entre guillemets, c'est de la détection de densité sur papier, hein. Mais dans le deuxième cas, c'est de la fluorescence qui est détectée. Le principe de la coloration, c'est juste que chaque nucléotide, cette fois, est couplé en fluorochrome. Il faut imaginer que ici, les DNTP sont tous rouges, ici ils sont tous bleus, ici ils sont tous verts. Ils émettent tous de la fluorescence. Donc il faut imaginer qu'ils ont été modifiés, qu'ils possèdent un petit fluorochrome qui leur est lié directement de manière covalente. Autrement dit, ils peuvent être directement vus en fluorescence. C'est-à-dire que ici, vous pourrez voir ici du rouge, ici du bleu, ici du vert, ici du je sais pas quoi. Donc, s'ils sont tous colorés, bien, je peux les détecter dans la même piste, puisqu'ils auront des couleurs différentes. Non, les DNTP sont des fluorochromes qui sont couplés à des fluorochromes. C'est-à-dire que chaque nucléotide est lié de manière covalente à une molécule fluorescente. On appelle un fluorochrome. Donc, c'est des DNTP couplés des fluorochromes, c'est-à-dire liés de manière covalente à un fluorochrome, liés à une molécule fluorescente. C'est ce c'est ici, dans ce cas-là. Ici, c'est des DNTP couplés à un fluorochrome rouge. Ici, c'est des DNTP couplés à un fluorochrome bleu. Donc, couplé, ça veut dire lié de manière covalente à un fluorochrome. Alors, je vais passer à la suite du cours. La dernière partie du cours qui est assez courte, vous verrez. Donc si bien sûr je réalise qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu compliquées en fonction de ce que vous avez fait avant en biologie, à la fin du cours, n'hésitez pas bien sûr à me poser toutes les questions que vous voulez, je pourrais revenir sur n'importe quelle diapositive, hein, évidemment. Donc, il nous reste 20 petites minutes pour parler donc du Southern Blot et surtout de ses applications. Vous allez voir que je vais aller assez vite sur la technique à proprement parler, puisqu'elle fait appel à des concepts qu'on a déjà vus ensemble. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est que vous compreniez les utilisations, la pertinence de l'outil, à quoi ça peut servir. Alors, ouf. Donc là, normalement, vous devriez voir monsieur Edwin Southern en grand. Et donc, vous devriez avoir un peu peur, ne pas espérer que cette personne soit votre prêtre ou votre oncle ou votre... enfin, bref. Donc, comment vous voyez tout ça? Vous voyez tous Edwin? Oui, c'est bon. Ah, super, merci. Ouais, je vous protège du mal. Le boss des boss, et oui, lui c'est un sacré boss, lui. Ouais. Alors, la technique de Southern Blot. Juste pour resituer un tout petit peu. Par rapport à tout ce que... Ouais, un peu, vous mettez une cape. Par rapport à tout ce que vous allez voir,
globalement, vous allez voir que dans plein de techniques, on va s'intéresser à rechercher ou détecter des molécules d'ADN, d'ARN ou de protéines. Rappelez-vous bien que quand on la plupart des techniques pour détecter les molécules d'ADN avec une sonde, ce qu'on appellera un Southern blot, quand on veut détecter un ARN avec une sonde, ça s'appelle un Northern blot, et quand on s'intéresse aux protéines qu'on veut détecter après migration sur l'électrophorèse, on détectera avec des anticorps et ce sera des Western blot. Donc vous verrez Northern blot et Western blot, vous allez les revoir sous peu. Le principe général du Southern blot, vous voyez, c'est le seul avec une majuscule, parce que c'est Monsieur Southern, les autres, c'est pas Monsieur Northern ou Monsieur Western, ils ont juste été appelés par analogie par rapport à la technique de Southern blot, qui était la première mise en découverte. Donc le principe général, vous voyez, c'est qu'on fait un transfert sur membrane d'un produit de migration. C'est-à-dire qu'on a fait une électrophorèse, ensuite, on transfère le produit de cette électrophorèse sur une membrane, on va voir ce que ça veut dire. Sur cette membrane, on va appliquer une sonde pour détecter l'ADN qui nous intéresse. Donc, dans la technique de Southern blot, d'abord une électrophorèse, transfert du gel vers une membrane, et après une détection avec une sonde sur cette membrane. Alors, ça, c'est récapitulé dans cette figure. Si vous avez toutes les étapes, normalement, c'est hyper explicite. Je vais le décrire une fois. Il y a des choses qui sont compliquées, n'hésitez pas, à la fin du cours, vous me poserez la question. Normalement, chaque chose indépendamment, on l'a déjà vu, dans d'autres contextes. Donc, première chose, je vous rappelle, l'idée, c'est de détecter une séquence particulière d'ADN. Donc, première chose que je fais, j'extrais l'ADN, je vais dans un tube. Cet ADN, je vais le digérer, je vais le couper en petits fragments. Une possibilité serait d'avoir plein de produits de PCR. On peut aussi analyser plein de produits de PCR par Southern blot, mais je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui. Là, imaginez juste qu'on a un génome entier de souris grâce à une enzyme de restriction. On coupe avec cette enzyme. Vous avez donc plein de fragments. Ces fragments, vous les faites migrer sur un gel, donc électrophorèse. Classique. Cette électrophorèse, vous vérifiez qu'il y a une bonne migration, vous pouvez le voir bien sûr grâce à l'exposition aux UV si vous avez bien mis du bromure d'éthylium dedans, mais là, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Là, nous, si vous faites ça suite à cette migration, comme vous avez fragmenté un génome entier, vous avez plein de bandes, et ça sera illisible, il y aura beaucoup trop de bandes, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, en fait, on va aller plus loin. Donc, vous avez votre gel avec votre ADN qui a migré. Vous mettez votre gel à tremper dans du NaOH, donc une solution alcaline qui va dénaturer l'ADN. Donc, c'est de l'ADN simplement. Ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle le transfert. Ça veut dire quoi le transfert? C'est que l'ADN qui est dans le gel, je veux le mettre sur une membrane. Une membrane, imaginez ça comme un bout de pied. Donc, ou un papier filtre. Donc, vous allez déposer une membrane sur le gel et par-dessus, vous allez mettre plein de pieds. Alors, ça peut vous sembler bizarre, mais cette grosse quantité de pieds que vous allez mettre par-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Bien, comme votre gel, vous voyez ici, il est dans une solution, dans un tampon dénaturant, bien, le liquide, capillarité, va remonter à travers le gel et il va vouloir aller imbiber le papier qui est au-dessus. Donc, vous avez le gel, la membrane qui est juste posée sur le gel, et là que vous ne voyez pas, et par-dessus, une grosse pile de papier. Ce qu'on fait en fait aussi, c'est qu'on met un gros poids, mettre des piles d'encyclopédie par-dessus, ça donne des choses assez rigolotes dans les laboratoires. Donc, ce qui va se passer, c'est que le fluide, le liquide, il va remonter. Le liquide, en remontant, il va drainer, il va entraîner l'ADN qui est dans le gel. L'ADN qui est dans le gel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se plaquer sur la membrane qui est juste au-dessus. La membrane, elle est juste au-dessus du gel. Donc l'ADN, lui, va rester fixé sur la membrane. Donc, au bout d'un certain temps, ce que vous faites, c'est que vous récupérez juste la membrane qui était posée sur le gel. Vous allez voir qu'en fait, si vous regardez aux UV, il n'y aura plus du tout d'ADN sur ce gel. L'ADN sera allé sur la membrane. Membrane, vous y fixez l'ADN dessus, c'est-à-dire vous faites un petit traitement pour que l'ADN ne bouge plus, qui reste sur la membrane. Et cette membrane, après, vous la mettez en présence de votre sonde. Votre sonde, en fonction de sa nature, de son marquage, vous allez révéler la présence de la sonde grâce à de la présence de radioactivité ou de fluorescence ou d'un marquage chimique. N'importe. Le signal que vous verrez, du coup, une fois, dira quelle bande possède la séquence complémentaire de votre sonde. Autrement dit, au lieu de voir plein de bandes partout, une fois, il y aura juste certains spots qui seront allumés, qui vous diront quelles sont les bandes correspondant à la séquence d'intérêt. Alors, ça, c'est la théorie de l'expérience, c'est les différentes étapes. Pas tout redécrit, hein.
ça ressemble à une chromatographie. Alors non, c'est une électrophorèse dans le sens où il y a une migration à travers un gel, vous appliquez un champ électrique, donc c'est l'électrophorèse. C'est pas une chromatographie. En fait, là, ce qui se passe, c'est juste que l'ADN, il va s'appliquer sur la membrane de manière absolument identique, peu importe où est l'ADN sur le gel. Donc, une chromatographie, au contraire, vous allez séparer les fragments en fonction d'un paramètre. Vous les séparez pas. Là, vous les faites tous partir, vous les mettez sur la membrane. On peut juste faire un décalcomanie, si vous voulez, de l'ADN sur la membrane. Donc, il n'y a pas de chromatographie dans cette idée que le fluide draine tout l'ADN sur la membrane. Alors, les applications, et là je vais passer dans le temps qui reste sur des explications d'applications pour vous montrer à quel point ça peut être intéressant d'étudier l'ADN avec des sondes, avec des techniques du type Southern Blot. Donc je vous donne là des grands domaines, bien sûr, identification d'organismes transgéniques, dans le diagnostic, dans les tests de paternité, dans la médecine légale. Je vais essayer d'illustrer au moins 3 de ces éléments. Le premier exemple, oui, alors on n'y passe sur gel. Si, en fait, si, vous pourriez, vous voulez dire pourquoi on ne fait pas tout simplement ici sur la membrane une lecture de la présence de l'ADN n'importe où. En fait, sur la membrane, il ne faut pas oublier que l'ADN, il est partout en fait sur l'ADN, sur la membrane. Il y a de l'ADN partout, sur le gel. Du coup, vous vous intéressez qu'à certains endroits, c'est-à-dire aux endroits où votre sonde va s'hybrider. Donc, vous êtes obligé de regarder le marquage de la sonde. On dénature, attendez, juste, on dénature pour que la sonde puisse s'hybrider. Parce que si l'ADN est double brun, la sonde ne pourra pas s'hybrider. Donc vous êtes obligé de dénaturer pour que la sonde puisse s'hybrider. Oui, bon, allez-y. Dites-moi. Je vous ai coupé. Allez-y. Désolée. Bah, du coup, en fait, moi, ma question, c'est pourquoi on n'est pas sur le gel directement? Alors, pourquoi on ne met pas la sonde sur le gel, c'est ça? Oui. Alors c'est effectivement une question tout à fait légitime. Et ben en fait, parce que le gel, c'est pas du tout facile à manipuler. Un gel, si vous voulez incuber avec la sonde, ça veut dire après, ce que je vous décris pas trop dans la figure, ça veut dire incuber avec plein de solutions différentes. En fait, le gel ne s'y prête absolument pas. C'est-à-dire que c'est pas facile à manipuler un gel. Vous verrez, c'est très cassant. C'est un peu épais et donc vous risquez de l'abîmer. En plus, vous allez avoir un problème d'accessibilité. La sonde ne rentrera pas forcément très bien partout dans le gel. Alors que quand vous l'avez fixé l'ADN sur une membrane, bah, c'est comme si vous aviez une feuille de papier avec votre ADN déposé dessus. Donc votre ADN est directement accessible. Donc voilà pourquoi on a besoin de faire le transfert. Est-ce que ça va? Je prends ça pour un oui? Ok. Vous verrez, hein, le transfert, c'est ce que vous ferez aussi en Northern Blot et en Western Blot. Donc cette idée qu'il faut passer du gel à la membrane, c'est parce que avec le gel, vous ne pouvez pas faire grand-chose après. C'est bien pour la migration, mais après, à manipuler, ce n'est pas du tout pratique. Alors, identification d'animaux transgéniques. L'exemple est le suivant. Vous avez 2 allèles possibles. Ici, vous avez l'allèle sauvage. Donc vous avez un allèle, donc n'importe quel gène, peu importe, sur un chromosome, peu importe lequel. Ce qui est important juste ici de remarquer dans ce schéma, c'est que donc l'allèle qui est symbolisé par ce trait marron, qui est symbolisé par ce trait marron, il peut être coupé ici par l'enzyme de restriction XBA. Vous voyez, XBA ici peut couper ici. Si ça coupe l'allèle sauvage, vous obtenez un fragment de 6,2 kb. Maintenant, il existe des animaux transgéniques. C'est-à-dire des animaux dans lesquels on a rajouté une séquence d'ADN, comme vous avez pu en entendre parler avec les plantes génétiquement modifiées ou avec les animaux génétiquement modifiés. Et donc, ça veut dire qu'ils ont des séquences génétiques supplémentaires, un ADN supplémentaire. Imaginons l'allèle correspondant transgénique, c'est-à-dire qu'il a une séquence supplémentaire. Si, dans cette séquence supplémentaire, il est possible, c'est le cas qu'on illustre ici, qu'il y ait un site XBA en plus. Donc, imaginez que ce transgène rajoute un site XBA. S'il rajoute un site XBA, eh bien, si le fragment de 6,2 du sauvage, vous ne l'avez plus, vous allez fragmenter ici et obtenir un fragment intermédiaire de 4,8. Donc, si vous utilisez une sonde capable de reconnaître cette séquence-là, spécifiquement, si elle va reconnaître un fragment de 6,2, ici, elle ne reconnaîtra qu'un fragment de 4,8. Pourquoi? Parce que l'ajout du transgène rajoute un site XBA.
Vous faites un animal transgénique, vous rajoutez une séquence d'ADN. Cette séquence d'ADN, il peut y avoir des sites de restriction supplémentaires. C'est l'exemple qui est donné ici. Donc, si vous regardez le résultat du Southern blot correspondant, ce qui est symbolisé ici. Si vous avez donc fait tout ce que je viens de vous raconter, vous avez pris la souris sauvage, vous avez extrait son ADN, vous avez coupé son ADN par l'enzyme de restriction XBA, et vous avez mis cet ADN, vous l'avez fait migrer, vous l'avez transféré sur membrane, et vous l'avez mis en présence d'une sonde qui reconnaît le début de ce fragment. Donc, si la souris est sauvage, donc plus qu'elle a les 2 allèles sauvages, vous verrez une bande ici à 6,2 kilobase. Si l'animal est hétérozygote, c'est-à-dire que si l'animal il possède un allèle sauvage et un allèle transgénique, vous allez voir, en plus de la bande à 6,2, que ce fragment-là sera présent, vous aurez aussi le fragment de 4,8. Donc votre sonde ne va pas reconnaître seulement ce fragment-là, elle va aussi reconnaître ce fragment-là. Donc vous verrez 2 signaux sur votre Southern blot. Si votre souris est homozygote transgénique, cette fois, vous ne verrez que la bande de 4,8, c'est-à-dire que vous avez 2 allèles transgéniques. J'espère que c'est clair. Donc, classiquement, le Southern blot peut vous aider à vérifier directement le génome d'un animal. Donc, vous adressez directement à l'ADN chromosomique de l'animal en dirigeant des sondes contre cet ADN. Vous pouvez vérifier donc la présence de certaines séquences comme ça. Sûr, ça nécessite ici que le transgène rajoute un site XBA. Est-ce qu'on aurait pu imaginer un autre, imaginer qu'il n'y ait pas ce site XBA? On aurait pu faire le transgène nous permettre de le discriminer ici. Imaginez, on ne rajoute pas de site XBA avec le transgène, qu'il y aurait une autre possibilité pour qu'on puisse quand même distinguer les transgéniques des non transgéniques. Oui, non, peut-être? Une proposition? Un peu compliqué. Imaginez que ce transgène, en fait, est très très long. S'il rajoute une très 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 longue séquence, du coup, la séquence serait beaucoup plus longue, tout simplement. Ou au contraire, s'il est très très court par rapport à la séquence qui remplace de l'allèle sauvage, il raccourcirait tout simplement le grand fragment de 6,2, sans forcément ajout de XBA supplémentaire. Bon, c'est un dérivé de ce que je vous ai raconté. Un deuxième exemple, c'est ce qu'on peut faire dans le diagnostic de certaines pathologies. Alors, explique. Si vous avez un allèle sain, c'est-à-dire donc une portion d'un chromosome présent chez l'individu sain, cet ADN, si vous le coupez par IND3, il vous donne un fragment de 2,7 et un fragment de 1,3 dans cette région. La région où vous avez votre sonde. Votre sonde, elle reconnaît du coup le fragment de 2,7, elle reconnaît le fragment de 1,3. Elle peut reconnaître ici et un peu ici. Alors ça, c'est une question qui m'est posée chaque année. On n'a pas besoin que la sonde reconnaisse entièrement la séquence complémentaire. Ce que je veux dire, c'est qu'une sonde peut, si elle reconnaît partiellement cette région-là, s'hybride avec cette région-là, ça suffit à ce que vous ayez un signal. De la même manière, vous voyez ici, vous avez digéré par IND3, va être que partiellement hybridé avec l'ADN, que cette partie-là qui va s'hybrider avec cette partie-là. Donc, et vous aurez quand même un signal. Pas besoin qu'il y ait une hybridation totale de votre sonde avec sa région cible. Donc, on est dans le cas où un allèle muté, une pathologie, par exemple, une maladie, elle engendre une mutation de l'ADN et par exemple rajoute un site IND3. Cette fois, ce n'est pas un transgène qui rajoute un site supplémentaire, c'est la maladie la maladie qui est associée à la mutation en question rajoute un site de restriction. Vous avez un site IND3 supplémentaire. C'est exactement comme tout à l'heure. Les patients qui auront l'allèle sain, eh bien, ils vont avoir un fragment de 2,7 et un fragment de 1,3. Les patients qui auront un allèle malade, associé à la pathologie, pardon, un allèle muté associé à la pathologie, vont présenter, ici vous voyez, un fragment de 9 supplémentaire. Donc ça, c'est les patients qui seront hétérozygotes, auront un allèle sain, un allèle muté. Ils auront le fragment de 2,7, parce que lui va lui donner 2,7. Un fragment de 1,3, parce que là, ils auront 1,3 et là, ils auront 1,3. En plus, ils auront ici le fragment de 1,9. Là, dans le cas C,
vous voyez un patient qui, lui, ne présente que l'allèle muté, donc il n'a que des fragments de 1,9 et de 1,3. Donc la sonde s'hybridera seulement avec ces fragments-là. Donc vous voyez que cette technique, elle permet, en diagnostic, d'identifier un porteur d'une mutation qui est associée à un nombre, à un site de restriction supplémentaire. En fait, ça marche aussi si vous imaginez un site de restriction en moins. Juste faire le raisonnement inverse sur un autre cas. Donc cette technique, en fait, elle porte un nom, elle s'appelle la RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism. Donc c'est une technique qui est utilisée vraiment en diagnostic génétique. Vous la reverrez normalement en génétique. Excusez-moi, monsieur, j'ai une question. Oui. En fait, j'ai du mal à comprendre, enfin, c'est pas que j'ai du mal à comprendre, mais la sonde, on ne sait pas exactement, elle délimite quel fragment comme elle est entre les deux. Enfin, en fait, ce que vous avez mis en vert là, enfin, du coup, pour l'allèle sain, ça veut dire que elle est sur tout le long des 2,7 et des 1,3. Non, Enfin, en fait, c'est pas délimité clairement. Du coup, si le site de restriction supplémentaire, il est avant l'apparition de la sonde, enfin, du coup, ce sera pas capté. Enfin, je sais pas si je suis très claire. alors en fait, effectivement, ce qui est important, c'est que, alors, pour répondre en partie à la question, si la sonde, vous imaginer, j'ai pas fait les pointillés, mais ça veut dire qu'elle s'hybride jusqu'ici, et ici, sur cette portion-là, elle s'hybriderait jusque-là, d'accord? Un début, il y a une fin. Elle ne s'hybride pas avec tout l'allèle. Elle s'hybride qu'avec une région. Pas ça? Oui. De ici, Oui. ici. Ce qui est important, c'est de voir si elle s'hybride avec cette région-là, mais qui a été digérée par une D3, va s'hybrider, en fait, ce qui est important, c'est avec à quoi elle est accrochée. Si ici, elle s'hybride, elle s'accroche à un fragment de 2,7. OK? Comment on peut savoir que le fragment, il fait 2,7? Alors, nous, on peut le savoir, après, parce qu'on a fait migrer nos fragments sur gel. Rappelez-vous, quand on fait une électrophorèse, vous avez des marqueurs de poids moléculaire qui vous donnent la taille du fragment que vous avez. Nous, au début, si vous voulez, on peut le faire de manière empirique, c'est-à-dire que vous allez vous prendre un individu sain et voir quel type de bande il a. Vous allez comparer ça à un individu malade. Historiquement, c'est comme ça que ça a été fait. C'est-à-dire qu'on a vu que les individus sains avaient ces bandes-là, les malades avaient ces bandes-là, donc on en a déduit qu'il y avait apparition d'une nouvelle bande. Pour qu'il y ait apparition d'une nouvelle bande, ça veut dire que la sonde s'hybride maintenant un fragment ici qui est plus court que celui-là, par exemple. Alors, comment on connaît la taille? C'est parce qu'on a des marqueurs de poids moléculaire juste à côté, qui vous donnent la taille. Là, je ne les ai pas représentés. Il faut imaginer que sur un gel, vous pouvez savoir la taille exacte de chaque fragment. Si j'ai un fragment de 1,9 en plus, je me pose la question, comment est-ce que je peux avoir un fragment de 1,9 en plus? La seule possibilité, c'est que ce fragment de 2,7 ici soit plus court que prévu. Qu'il soit plus court que prévu, ça veut dire qu'ici, il y a eu un site IND3 en plus. Si ce site IND3 en plus, et je crois que là c'était une de vos questions, n'est pas là, mais imaginons il est là, loin, est-ce que ça va changer la taille de ce fragment? Non. Si ce site IND3, il n'est pas ici, mais il était plus loin en fait. À votre avis? Du coup, il redeviendra à 2,7. Oui, exactement, ça deviendra 2,7, donc ça ne changerait absolument rien, et vous ne pourriez pas détecter, grâce à cette sonde, l'allèle muté. Cette sonde-là ne serait pas la sonde appropriée. Ce que vous suggériez, c'est que cette mutation, elle soit où? Près aussi par ici? Non, mais en fait, j'avais du mal à comprendre. Enfin, du coup, c'est juste que j'avais un doute par rapport à la sonde. Si, en fait, elle captait aussi, par exemple, là, dans l'allèle muté, le fragment à 0,8, du coup, qui va être coupé, qui est avant. Alors, à votre avis, est-ce qu'il est complémentaire, ce fragment à 0,8 de la sonde? Du coup, non, parce qu'il n'est pas en dessous. Donc... Exactement. Il n'est pas complémentaire de la sonde, donc il ne sera pas détecté, ce fragment 0,8. Ok. Alors, oui, tout à fait. C'est ça que j'ai compris. Ok, super. Si c'est un problème, n'hésitez pas à reposer la question, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, Ahmad, si jamais la mutation était plus loin ici en 5', effectivement, il faut imaginer une sonde plus longue, par exemple. Ouais, ça serait une solution. Ouais. Là, il faudrait une autre sonde, exactement. Vous avez entièrement raison. Vous pouvez imaginer une autre sonde. Alors, il reste une toute petite minute. Alors,
Je vais vous l'expliquer. C'est quelque chose que vous reverrez par ailleurs en génétique, mais c'est intéressant. À quoi sert la sonde? La sonde, elle sert à détecter les fragments. Si vous n'avez pas de sonde, ici, vous ne verrez rien. Vous verriez juste plein de fragments D3. Je vous rappelle que vous avez digéré entièrement le génome. Donc ici, sur GEL, vous ne verrez absolument rien. Vous verrez que des fragments partout. Donc il faut utiliser une sonde pour révéler certains fragments. Si vous n'utilisez pas de sonde pour révéler juste le fragment qui vous intéresse, eh bien, vous ne verrez absolument rien. Il faut une sonde à chaque fois. Il faut, il faut appliquer une sonde ici sur votre membrane. La sonde, elle va aller à l'endroit qu'elle reconnaît. C'est-à-dire, elle va reconnaître cette séquence-là. Elle ne reconnaîtra rien d'autre, hein, par contre. Donc, effectivement, la sonde, vous en mettez plein, hein, votre sonde, vous en mettez plein. La sonde, elle va aller reconnaître les endroits dont elle est complémentaire. Voilà. Alors, c'est l'heure, donc je ne vais pas vous faire ce dernier exemple rapidement, ça serait dommage. Donc là, c'est un exemple sur les séquences répétées qui permettent notamment de faire la recherche de paternité et où on va encore utiliser des profils de type Southern Blot avec des sondes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser le lire et essayer de le comprendre. Ce cours sur le Southern Blot, comme je vous l'ai indiqué sur Moodle, n'est pas à l'examen, n'est pas au CC, d'accord? Donc cette partie n'est pas au CC. Et donc ce troisième exemple, c'est pas grave si on ne le voit pas ensemble aujourd'hui. Vous pouvez essayer de le comprendre à la maison. Et si jamais vous avez des difficultés particulières, on pourra revenir dessus. Donc on va là, pour le prochain cours, la semaine prochaine, vous avez Aurore Ingeval pour les techniques d'interaction protéique, d'études des interactions protéiques. Le samedi 13, nous avons le CC ensemble et on se revoit dans 2 semaines pour le dernier cours sur les protéines. Donc on reparlera de ça brièvement si vous le souhaitez. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je reste connecté bien sûr pour toutes vos questions. Monsieur, Oui. c'est quoi la différence entre... Enfin, j'ai pas trop compris, une nucléase et enzyme de restriction, c'est une sous-catégorie? Ouais, c'est ça, ouais. C'est, en fait, les nucléases, en fait, au nucléase, c'est juste pour dire que ça coupe l'ADN. Après, les nucléases, il y en a plein de types. Il y a celles qui sont spécifiques d'une séquence et qui coupent à l'intérieur d'une séquence d'ADN. Ça, c'est les endonucléases. Et donc, les enzymes de restriction, elles, c'est des endonucléases. Et après, tout le reste, dans ce chapitre-là qu'on a vu, il y avait plein d'autres nucléases très différentes. Il y en avait qui coupaient une fois, d'autres qui coupaient systématiquement aux extrémités, d'autres qui pouvaient couper tous les nucléotides les uns après les autres. Voilà. Donc c'est enzyme de restriction qui est sous-catégorie de nucléase. Ouais, ça tout à fait. Ouais. Les enzymes de restriction, c'est une sous-catégorie de nucléases, plus exactement, c'est ce qu'on appelle des endonucléases, et qui, donc elles ont deux spécificités. Elles clivent dans la séquence d'ADN, et elles clivent pas n'importe où, elles reconnaissent une séquence spécifique. Ok. Okay. Alors que les autres nucléases, quand on parle d'une nucléase en général, elle va couper, par exemple, nucléotide après nucléotide, peu importe les nucléotides. D'accord. Et j'ai une autre question, vecteur de clonage et sous-clonage, c'est la même chose? Alors, vecteur de clonage et sous-clonage, un vecteur de sous-clonage est un vecteur de clonage. Après, il y a des vecteurs de clonage qui ne sont pas forcément des vecteurs de sous-clonage. Grosso modo, on parle de vecteurs de sous-clonage, c'est par rapport en fait à ce que vous en faites après. C'est-à-dire que si vous mettez de manière transitoire un insert dans un vecteur, pour après reprendre cet insert et le mettre dans un autre vecteur, ou prendre cet insert et le modifier, et bien ça c'est un vecteur dit de sous-clonage, c'est-à-dire que vous allez refaire en fait quelque chose après si vous voulez. Vous allez encore le manipuler. Vecteur de clonage, c'est vecteur sous-clonage et vecteur d'expression. Exactement, ouais, tout à fait. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie.